Années encore, 2017, tout de suite, la rétro 2016 qui porte la signature de Demba Malick Mbodj. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes en 2017, juste dans quelques petites heures. Un grand regard sur le rétroviseur 2016 a été très riche. La justice n'aura pas chômé de la libération in petto de Karim Wade aux réformes qui ont fait sortir les magistrats de leur robe. La balance a bien été secouée, tout comme l'arène politique. Le référendum est bien passé. La clameur l'a accompagné, bien sûr. Mais les Sénégalais ont dit oui à Macky Sall. Dans le reste du monde, on retiendra l'élection de Donald Trump à la place de Hillary Clinton. Voici les titres de cette rétro 2016. Les magistrats auront bien tenu à se faire entendre. Une grosse polémique née des réformes entreprises par la tutelle Gorbel-Jacob-Ba. À l'origine de la controverse, l'article 65 de la réforme portée par le ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, défend un texte qui relève l'âge de la retraite d'au moins 18 aux magistrats à 68 ans, un moyen selon l'État d'éviter leur départ massif en attendant de renforcer les effectifs. Il prévoit de recruter 35 nouveaux magistrats chaque année, mais le secrétaire général de l'Union des magistrats sénégalais juge cette disposition taillée sur mesure et facteur de division entre membres d'un même corps au statut uniforme. Magatte Diop et ses camarades de l'UMS appellent alors le Parlement à ne pas voter la réforme, mais c'est sans compter sur la majorité qui ne semble prêter oreille qu'au gouvernement. Le 5 décembre, 114 députés votent en faveur du texte ainsi adopté en plénière, mais au-delà de minuit, une entorse au règlement de l'Assemblée nationale. L'UMS dénonce alors un forcing de l'État dans ses réformes. Par ailleurs, l'effectivité cette année des chambres criminelles devenues permanentes devrait aider à réduire les délais de la détention préventive. Il pourrait passer de 3 ans à 18 mois. Aussi, le code pénal et le code de procédure pénale modifié et adopté le 28 octobre dernier offrent aux prévenus l'assistance d'un avocat dès l'enquête préliminaire. La personne poursuivie peut dans certains cas bénéficier d'une peine de travaux d'intérêt général au lieu d'un emprisonnement, ce qui devrait constituer une bouffée d'oxygène pour les prisons qui étouffent de monde. Karim Wade, où est le fils de son expert de président à Dubaï? Il a été libéré, dit-on, exfiltré. Demba Diao. Le procès en appel de l'ancien président tchadien Hissène Habré va débuter le 9 janvier 2017 devant la cour d'appel d'assises. À l'image d'une cour de cassation, elle ne jugera pas le fond du dossier, mais d'éventuelles erreurs de droit du premier jugement. Le 30 mai 2016, Hissène Habré a été condamné à la prison à perpétuité par la Chambre africaine extraordinaire d'assises. Il a été reconnu coupable de crimes de torture, crimes contre l'humanité, de viol et d'esclavage forcé et de certains crimes de guerre commis au Tchad entre 1982 et 1990. À l'énoncé du verdict, les avocats des parties civiles ont laissé éclater leur joie. Pendant ce temps, l'ancien homme fort de N'Djamena, qui a refusé de parler durant tout le procès, du moins devant la barre, a hurlé « Vive l'Afrique indépendante et libre !» à bas la France-Afrique en sortant du tribunal. Autre événement marquant l'actualité judiciaire en 2016, la libération de Karim Wade. Le 24 juin de la même année, le fils de l'ex-président Abdoulaye Wade a été libéré au beau milieu de la nuit. Karim Wade était détenu depuis plus de 3 ans avant de se voir gracié par le chef de l'État Macky Sall. Sorti de la prison de Rebeuss, Karim Wade file à l'aéroport et a donc quitté le pays pour le Qatar, en catimini. Les réactions se multiplient. Le Parti démocratique sénégalais, PDS, et ses militants saluent la libération de certains opposants, dénoncent un deal international. Dans le chapitre des réactions, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, rappelle que la grâce accordée par le président Macky Sall ne blanchit pas Karim Wade. Il reste condamné pour enrichissement illicite par la Cour de répression de l'enrichissement illicite avec une amende de 138 milliards de francs CFA. Les opposants s'y sont bien opposés, mais le référendum sera passé le 20 mars 2016. Macky Sall a vu les Sénégalais dire oui à ces propositions de réforme à Ronagay. Mardi 16 février, le président Macky Sall s'adresse à la nation. Un discours sur la prochaine réforme constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel considère que le mandat en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi de révision, dont la durée préalablement fixée dans le temps est par essence intangible,
est hors de portée de la loi nouvelle. Ainsi, la réduction du mandat du président de 7 à 5 ans ne va pas s'appliquer au mandat en cours. Le projet de révision constitutionnelle est soumis à référendum le 20 mars. Le 23 mars, la Commission nationale de recensement des votes proclame les résultats provisoires. Courant du oui, 1 357 412. Courant du non, 807 255. Taux de participation, 38,26%. Le 28 mai, le dialogue national est lancé. 8 heures de débat, 5 points à l'ordre du jour. La mise en œuvre de la réforme constitutionnelle occupe une bonne place. Un comité de pilotage est créé. Il va continuer les discussions secteur par secteur. Le 1er juin, le dialogue national entre dans sa phase politique. La commission technique de revue du code électoral remet son rapport après 5 mois de travaux. 5 points de désaccord soumis à l'arbitrage du chef de l'État. Le 1er décembre, le président Macky Sall reçoit des représentants de la coalition Manko Wattu Sénégal. Principale décision, les législatives fixées au 2 juillet. Toutefois, la question du bulletin unique et des 10 députés de la diaspora divise opposition et majorité. D'ailleurs, le gouvernement a décidé de soumettre à l'Assemblée nationale en procédure d'urgence 2 projets de loi portant sur la refonte partielle du fichier électoral et la modification du code électoral. L'on retiendra qu'en 2016, l'opposition a eu un cadre unitaire pour faire face au régime de Macky Sall. Manko Wattu au Sénégal a été né. Cheikh Diop. Les opposants au régime de Macky Sall mettent en place une coalition. Son nom, Manko Wattu Sénégal. Les ténors de l'opposition, Idrissa Seck, Malick Gakou, Abdoul Mbaye, Pape Diop, Oumar Sarr, pour ne citer que cela, se retrouvent au sein d'une même entité politique. Parmi les initiatives prises, la marche de l'opposition le 14 octobre 2016, une marche vite dispersée par les forces de l'ordre. Le préfet de Dakar et les leaders de l'opposition n'ont jamais pu trouver un terrain d'entente concernant l'itinéraire de la marche. La marche, dont l'objectif était de dénoncer les dérives du régime de Macky Sall, s'est soldée par un fiasco. And Manko Wattu Sénégal révèle de nouveaux opposants. Les plus en vue sont l'ancien inspecteur des impôts et domaines Ousmane Sonko, patron du parti PASTEF, les Patriotes, et l'ancien premier ministre Abdoul Mbaye, qui affiche sa rupture totale avec le président de la République Macky Sall, 2 leaders qui ont donné du fil à retordre au pouvoir actuel. Conséquence, Ousmane Sonko est radié de la fonction publique. Quant à Abdoul Mbaye, il subit les attaques les plus féroces venant des hommes du pouvoir. En 2016, le Sénégal s'est doté d'une nouvelle institution, la HCCT, le Haut Conseil des collectivités territoriales, est né pour accompagner l'acte 3 de la décentralisation. Après le choix de 70 membres par le président de la République, les 80 autres membres sont choisis à l'issue d'un scrutin tenu le 4 septembre 2016. Les conseillers départementaux et municipaux choisissent les 80 autres membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. La coalition Benno Bokk Yakaar remporte la mise. La coalition présidentielle gagne 68 sièges sur les 80 en jeu. Ousmane Tanor Dieng, le secrétaire général du Parti socialiste, est choisi pour diriger l'institution. Le 31 octobre 2016, le président Macky Sall procède à l'installation des 150 membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. C'était au CICAD, le Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. C'est d'histoire. En 2016, l'on retiendra que l'Assemblée nationale a enregistré la première femme présidente de groupe parlementaire, une assemblée qui a par la suite livré Barthélémy Diaz à la justice en levant son immunité parlementaire. François-Xavier Thiaw. Samedi 5 mars 2016, le bureau politique du Parti socialiste se réunit à Colobane. 15 jours nous séparent du référendum constitutionnel qui doit entériner le revirement du président Macky Sall au sujet de son mandat. Le PS est divisé sur la question. La réunion commence à peine lorsque des jeunes surexcités envahissent le siège du parti, caillassent des voitures, interrompent les débats et malmènent certains caciques. Furieux, Ousmane Tanor Dieng accuse des nervis et annonce dans la foulée une plainte. La machine policière s'emballe, mais plutôt que de mettre le grappin sur des nervis, l'étau se resserre autour de jeunes proches de Khalifa Sall. Le maire de Dakar, qui ne cache plus son ambition présidentielle, est opposé au mandat de 7 ans et dénonce par conséquent un wahwahette du président Sall. Son chauffeur et d'autres jeunes défilent devant la DIC. Bamba Fall, maire de la Médina,
président, Aminata Diallo Thior, député proche parmi les proches du maire de Dakar, sont aussi convoqués. Colère noire de Khalifa qui regrette que des problèmes internes au parti ne soient pas gérés par les instances habilitées. Dans cette bataille, le député Barthélémy Dias, soutien affirmé de Khalifa Sall, s'est distingué et c'est dans ce contexte que le dossier Ndiaga Diouf est réactivé par la justice. Barthélémy Dias est convoqué le 20 octobre par le tribunal de grande instance de Dakar. Le procès est renvoyé à cause de son immunité parlementaire. Le 24 octobre, le ministre de la Justice transmet à l'Assemblée nationale une lettre demandant la levée de l'immunité parlementaire du député. L'Assemblée met en place une commission ad hoc de 11 membres. Ces derniers présentent leur rapport à la plénière le 10 novembre et l'immunité de Barthélémy est levée avec 62 voix pour, 14 contre et 4 abstentions. Le 1er décembre, Barthélémy Dias se présente à nouveau au tribunal, non sans préciser qu'il n'entend pas participer à un procès sans commanditaire, mais le fond du dossier n'est pas évoqué par le juge qui a renvoyé l'affaire au 25 janvier prochain. Retenir qu'en octobre déjà, Barthélémy Dias avait démissionné de son poste de secrétaire élu à l'Assemblée, une Assemblée qui a enregistré pour la première fois une femme présidente de groupe parlementaire. Il s'agit d'Aïda Mbodj qui a remplacé Modou Diagne Fada à la tête du groupe libéral et démocratique. Agression, assassinat, évasion ou encore des arrestations pour l'apologie au terrorisme ont marqué l'année 2016 à Ouassissé. Le Sénégal a connu en 2016 une série de meurtres sans précédent avec une atrocité jamais égalée. En effet, on se rappelle du meurtre du ressortissant chinois tué par son ami sénégalais à coups de couteau, du chauffeur Ibrahima Samba battu à bout portant d'un coup de revolver ou encore des 2 employés de pharmacie à Ndioum tués par des malfrats. Mais l'horreur a atteint son paroxysme avec le meurtre de Fatoumata Matar Ndiaye, 5e vice-présidente au Conseil économique, social et environnemental, sauvagement égorgée par son chauffeur indigné. Des voix se sont élevées pour demander le retour de la peine de mort pour mettre fin à ce phénomène de meurtre et d'assassinat. 2016, c'est également la mutinerie de Rebeuss avec la mort d'un détenu et une quarantaine de blessés notés chez les détenus et du côté de l'administration pénitentiaire. Une administration pénitentiaire qui a connu une année assez mouvementée. L'on se souvient de l'évasion spectaculaire de Boy Diné, de son vrai nom, Baye Bondefal, qui signa sa 11e évasion à la prison de Diourbel. Cueilli une semaine plus tard par la DIC et gardé au commissariat central, l'homme Margouya s'évada de nouveau pour se terrer dans le sud du pays. Après un séjour en Gambie, la cavale de Modefal prit fin à Kalifourou. Nous sommes dans le département de Vélingara. De Vélingara, nous nous rendons à Kolda, où l'arrestation de Ibrahim Sey, professeur d'histoire et de géographie, par ailleurs imam d'une mosquée, a marqué les esprits. Ce dernier, soupçonné d'avoir des liaisons avec Boko Haram, a été arrêté. Un autre imam a été également arrêté. Il s'agit d'Alun Badarandaou de Kaoula qui sera arrêté pour apologie au terrorisme. C'est à croire que la société sénégalaise est malade, dira l'archevêque de Dakar lors de son traditionnel message de Noël. Ainsi, Monseigneur Benjamin Ndiaye appela à une culture de la paix pour un retour à nos valeurs que sont le pardon et la tolérance. Les transporteurs ont boudé le bitume. Une grève à l'initiative du syndicat des transporteurs affiliés à la CNTS, une grève qui aura beaucoup marqué les Sénégalais. Awa Diop Gueye a aussi retenu le retrait des enfants de la rue, plus de 300 parmi eux provenant des régions du Sénégal, mais aussi et surtout, elle aura retenu l'affaire de la viande d'âne. 2016 est marqué par la campagne lancée par l'État, une campagne pour retirer les enfants de la rue. Au bilan, mois de décembre 2016, plus de 1200 enfants ont été retirés, enfants sénégalais comme non sénégalais. Des chiffres du ministère de la Famille. Durant cette année 2016, des Sénégalais se demandaient aussi si de la viande d'âne n'aurait pas atterri dans leurs assiettes. Une commande chinoise selon des Sénégalais, et puisque cette communauté est consommatrice de viande d'âne. Les quantités données donc font froid dans le dos. L'association des bouchers du Sénégal sonne la mobilisation contre l'abattage clandestin d'âne. Des chevillards ont été arrêtés et déférés. Le policier Hassan Diallo n'oubliera pas aussi le mois d'août 2016. Les Sénégalais n'ont plus une négligence énorme. Hassan immobilise un véhicule, 2 femmes à l'intérieur. Une infraction signalée, il demande de l'argent. Le marchandage est lancé, 3000 francs, contre un procès verbal à la poubelle. La scène est filmée par l'une des dames du véhicule et balancée sur la toile. L'affaire
atterrit au tribunal de Dakar et jugé en flagrant délit. Corrupteurs comme corrompus, tous devant le juge. Le policier écope de 2 mois de prison avec sursis. Les dames, elles, prennent 1 mois avec sursis. 150 000 CFA aussi à payer par chacun. Le transport routier du Sénégal a aussi été secoué durant cette année 2016. Une grogne du syndicat national des travailleurs des transports routiers du Sénégal, affilié à la CNTS, pas moins de 27 points de revendication sur la table au finish. Des points axés principalement sur l'âge des véhicules, 5 à 8 ans, c'est peu, disent ces travailleurs. L'exploitation des gares routières aussi sur la table, les permis à points en vue sur la table, une concurrence déloyale aussi est dénoncée. Un syndicat se démarque cependant, il s'agit de l'Union des regroupements des transporteurs et chauffeurs propriétaires. Ce syndicat trouve cette colère pas du tout fondée. Après des jours de discussion avec le gouvernement, d'intervention aussi discrète de religieux, le climat s'est calmé. Les véhicules reprennent la route à la grande satisfaction des usagers. L'USAID a dit bye-bye au Sénégal. C'est la fin de 30 ans du programme de l'USAID dans notre pays. Maria Momane. L'année 2016 marque la fin du programme santé de l'USAID au Sénégal. Plusieurs réalisations ont été faites avec un budget de 176 milliards de francs CFA. Cela a permis d'avoir des progrès considérables dans les systèmes de santé, aboutissant à la baisse de 25% de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Toujours grâce à ce programme, 4000 infirmiers et sages-femmes ont été formés. Par ailleurs, 2016 commémore la 30e année de lutte contre l'infection à VIH. Une riposte efficace fait que le Sénégal demeure un pays à faible prévalence chez la population générale, 0,2%. Des journées scientifiques qui ont réuni quelques 400 acteurs ont bouclé cette célébration. Autre aspect de l'information sanitaire, 660 mutuelles de santé mises en place sur l'ensemble du territoire à travers les agences régionales de la couverture maladie universelle. 25 milliards de francs CFA ont rendu possible la prise en charge de 3 millions d'enfants. Parlons encore des cancers, 6800 nouveaux cas. La Fondation Servir le Sénégal et la Fondation de la Princesse Salman du Maroc ont noué un partenariat afin de contribuer à vaincre ce mal. Et comme chaque année, la Ligue sénégalaise contre le cancer, LISCA, a permis à 1 millier de femmes de se faire dépister du cancer du sein. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, plus de 8 millions de moustiquaires imprégnés ont été distribués et le plan stratégique 2016 avait été lancé. Son objectif était de réduire la mortalité palustre à un niveau proche de 0. Il s'agissait d'adapter les interventions de lutte aux différentes formes épidémiologiques. Côté action sociale, le nombre de cartes d'égalité des chances devrait atteindre 30 000 en fin 2016. 2016 qui attend également l'acquisition de 162 ambulances et le recrutement de 1000 agents de santé. Et pour joindre l'utile à l'agréable, un gala de football est organisé le 17 décembre. Les fonds sont destinés à financer la vaccination des enfants, une belle initiative de Afrivac. L'année 2016 est marquée par un système sanitaire perturbé par des mouvements d'humeur des médecins, les blouses blanches qui ont, durant toute l'année, fait part de leur volonté ferme pour la satisfaction de leurs revendications. Code du Diagne. Le système sanitaire sénégalais a été secoué durant l'année 2016. À l'origine, les sempiternelles grèves des médecins. Mécontents de leurs conditions de travail et d'existence, ils ont paralysé le système à plusieurs reprises aux grandes dames des patients. Les médecins du Sénégal ont fait part de leur volonté ferme de mener leur combat contre ce qu'ils qualifient d'injustice. Insatisfaits des négociations avec le gouvernement sur leurs conditions de travail et leur salaire, ils haussent le ton. Cela avec une grève hebdomadaire perlée tous les lundis et mardis, alors qu'ils étaient déjà en grève les 20 et 21 février 2016. Le temps passe et les médecins restent encore très remontés face à la sourde oreille du gouvernement. Ils montrent la volonté d'internationaliser leur combat. Les professionnels de la santé sont déterminés dans l'action unitaire. C'est ainsi qu'ils créent le cadre permanent des syndicats de la santé dans l'action unitaire. Des SAU démarrent dans la foulée son deuxième plan d'action par une grève de 48 heures les 29 et 30 novembre. 20 jours après, il accélère la cadence avec un mouvement d'humeur de 72 heures pour finir par une marche nationale qui a mobilisé tous les professionnels de la santé le 20 décembre 2016. Un autre aspect dans le domaine de la santé, le ministre de la fonction publique a signé en juillet 2016 un protocole d'accord avec l'hôpital universitaire international Cheikh Saïd de Rabat au Maroc. La convention porte sur l'évacuation sanitaire des fonctionnaires sénégalais
et de leurs familles. C'était une menace, la radiation annoncée des enseignants grévistes, une décision par la suite annulée suite à une médiation réussie des familles ici et Mbacké de Tivaouane et Touba Harouna Diouf. La confrontation était inévitable, la cassure profonde et les partis radicalisés. Les enseignants ne comptaient pas fléchir dans leur détermination à poursuivre la grève malgré les réquisitions à eux servies. L'État en guise de représailles ayant opté pour la sanction suprême, la radiation. À quelques heures de l'ultimatum, Abdoulaziz Sy Al Amine et Serigne Bass Abdoul Khadre Mbacké, porte-parole des khalifes généraux de Tivaouane et de Touba, et Maître Alioune Badara Cissé, médiateur de la République, ont porté leur tenue de pompiers pour éteindre ce torchon qui brûlait et allait provoquer un incendie national. Ils avaient alors réussi à déminer le Front social dont l'implosion tenait à un fil, car la radiation annoncée par le gouvernement allait devenir le ferment d'une explosion annoncée dont le souffle risquait d'atteindre plusieurs secteurs qui avaient déjà annoncé leur soutien aux syndicats d'enseignants, à l'image du SAMES. En 2016, professeurs d'allemand, de russe et de l'italien étaient dans tous leurs états. En cause, la suppression annoncée par le gouvernement de l'enseignement de ces langues dans les collèges. Le gouvernement qui a expliqué cette mesure pour officiellement promouvoir les matières scientifiques, pour ensuite à l'Assemblée nationale en fin d'année envisager de revenir sur cette décision. Assemblée nationale toujours, c'est cette même année que les députés ont adopté à l'unanimité la loi sur la réforme des titres et celle portant création des centres des œuvres universitaires de Ziguinchor, Bambey et Thiès. En voilà une fierté des universitaires sénégalais qui ont gagné leur laurier au CAMES, le concours qui sacre les meilleurs universitaires d'Afrique et malgache. En parlant d'université toujours, c'est Cheikh Anta Diop dont la pensée sera introduite dans le système éducatif. Jamila Esther Sandrine Colli. Beaucoup de voix s'étaient élevées pour demander l'introduction de la pensée de Cheikh Anta Diop dans les programmes scolaires. Ce sera chose faite en 2016 avec le président de la République qui a demandé à son gouvernement d'engager dans les meilleurs délais la promotion auprès des jeunes et des étudiants, notamment les œuvres, enseignements et recherches de cet illustre fils du Sénégal. 2016 coïncidant avec le trentenaire de la disparition de l'enfant de Tcheitou, le ministère de l'Éducation nationale a joint sa voix au concert d'éloges commémorant les 30 ans de l'homme. En 2016 aussi, l'université qui porte le nom de l'égyptologue s'est encore distinguée avec de très bons résultats lors du concours du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Des résultats exceptionnels puisque sur les 225 candidats présents au total, les 152 ont été admis à un grade supérieur. Next Einstein Forum cette année, plus de 1000 scientifiques et participants représentant plus d'une centaine de pays ont répondu à l'appel du Sénégal. Les États africains y ont été invités à mettre la main à la poche pour mieux financer les travaux scientifiques et technologiques. Pont de l'émergence, tronçon autoroute Dakar-Diamniadio, aéroport international Blaise Diagne pose première pierre, travaux, train express régional TER Macky Sall aura beaucoup fait dans les infrastructures en 2016. Yolande Ndiaye. Plus qu'une évolution, le Sénégal entame une révolution technologique. C'est en ces termes que le président de la République a lancé le 14 décembre dernier les travaux du train express régional sur une distance de 55 km. Ce TER, le premier en Afrique subsaharienne, d'un coût de 568 milliards, répond à une impérieuse nécessité de connecter Dakar-Diamniadio au reste du pays. Conforme aux standards internationaux, ce nouveau moyen de transport est le fruit d'un partenariat entre l'État du Sénégal et des institutions telles que l'Agence française de développement, la Banque africaine de développement et la Banque islamique de développement. Les travaux d'une durée de 26 mois seront entrepris pour la première phase par Engie Ineo en partenariat avec la compagnie Thales qui est chargée de la conception et de la réalisation des systèmes ferroviaires. Rendez-vous le 14 janvier 2019 pour l'inauguration de la ligne. Cette cérémonie de lancement des travaux du TER avait été précédée en octobre 2016 par l'inauguration du tronçon de l'autoroute reliant Diamniadio à Sindia via l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, longue de 36 km. Un partenariat public-privé pour un coût global de 92 milliards 300, initialement prévu pour 2400 francs. Les prix fixés
tracés ont été révisés. Le tronçon Diamniadio-Sindia revient à 1600 francs pour tout véhicule qui l'emprunte. Le 23 juillet, le chef de l'État Macky Sall procédait à l'inauguration de l'échangeur de l'émergence, plus connu sous le nom du pont Sénégal 92. La réalisation de ce joyau moderne d'un coût de 7 milliards a pour objectif de faciliter la mobilité des quartiers de la banlieue. Un mois avant l'inauguration de l'échangeur de l'émergence, se tenait à Dakar le 14e Conseil des ministres délocalisés qui bouclait ainsi les tournées du président de la République dans les différentes régions du Sénégal. Lors de cette rencontre, le chef de l'État validait un programme de 1800 milliards destiné aux investissements dans la région de Dakar. Le pétrole, il en a beaucoup été question sans qu'une goutte n'ait été pompée depuis Aboubakry Diako. L'année 2016 débute par une forte odeur de cambu. Le pétrole embaumera toute la sphère politique et les narines des Sénégalais novices en la matière. Et pour cause, la cession à Cosmos de 90% de ses parts dans le capital de Petrotim. L'on devait s'acquitter du paiement des 90 milliards de francs CFA d'impôts sur les 300 milliards représentant le montant de la transaction. Le ministre de l'économie, des finances et du plan balaye d'un revers de main de telles affabulations et parle de contrat de recherche sorti du Premier ministre dans une conférence de presse, rappelant que le code pétrolier applicable dans le cas d'espèce et la convention entre l'État du Sénégal et Petrotim sont antérieures à l'arrivée au pouvoir de son Excellence le président Macky Sall. Les transactions remontent au 17 janvier 2012 et menacent à des sanctions pénales. Cette forte puanteur du pétrole va entraîner la fin du mandat de Madame Nafingom Keïta de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Une manière de stopper les poursuites contre Aliou Sall et Lamine Diack, martèle-t-on du côté de l'opposition. L'OFNAC allait ouvrir une enquête sur l'affaire Petrotim, dans laquelle Aliou Sall, le frère du chef de l'État, est cité, soupçonnant une coïncidence troublante entre la découverte de pétrole au Sénégal et la création de la Banque de Dakar, une volonté de blanchiment d'argent. C'est Franck Timis Petrotim qui va assigner en justice 11 personnes. Dans la même veine, l'État s'évertuera à juguler toute velléité de scandale au relent pétrolier, conjurant ainsi la malédiction. Ce qui laisserait persuader le deuxième rapport sur les initiatives pour la transparence des industries extractives du Sénégal, dont la contribution est passée de 46 milliards à 117 milliards de francs CFA. Le gouvernement s'ingénie à raffiner le tout avec un nouveau code minier et le rapport ITIE, puis l'installation du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, un des mentors du président bombardé, M. Pétrole. La tolérance zéro contre la coupe abusive de voix, c'est en Casamance, Tidassane. L'année 2016 a été marquée par la grande offensive lancée par le gouvernement contre la coupe abusive de bois, et c'est pour sauver ce qui reste de la forêt casamançaise aujourd'hui menacée. Selon Ali Haïdar, ancien ministre de l'Environnement, notre pays a perdu plus d'1 million d'arbres depuis 2010, tandis que les exploitants basés en Gambie ont empoché près de 140 milliards de francs CFA en exportant le bois vers la Chine, où la demande de meubles a explosé ces dernières années. Face à cette situation, le président de la République, Macky Sall, a décrété une tolérance zéro contre le trafic illicite de bois sur l'ensemble du territoire. Selon le chef de l'État, le Sénégal perd chaque année 40 000 km de forêt du fait de l'action néfaste de la coupe du bois. C'est pourquoi il a rappelé que notre pays avait procédé récemment à la révision de sa politique de défense avec l'implication des forces armées dans la lutte contre le phénomène qui détériore de plus en plus notre environnement. Toujours dans ce siège, 400 nouveaux agents des eaux et forêts ont été recrutés en 2015, dont les 200 ont été affectés dans le secteur opérationnel. Des campagnes de sensibilisation ont été également menées dans les villages de la Casamance. Et pour mieux accentuer la lutte et contraindre les partenaires à se conformer aux règles, le Sénégal a commencé à appliquer cette année la Convention internationale pour le commerce des espèces de flore et de faune menacées d'extinction, la CITES. Notre pays a été le 35e État à avoir ratifié cette convention le 3 novembre 1977. Joignant l'acte à la parole, le Sénégal a inscrit le bois de Vène à l'annexe 2 de la CITES lors de la conférence des États parties tenue en septembre 2016 en Afrique du Sud. 2016, une année de résolution pour les acteurs culturels. Le ministère de la Culture a pris l'engagement d'améliorer les conditions d'existence des acteurs culturels en mettant à disposition des fonds et la mise d'une mutuelle de santé. 93 millions de francs CFA débloqués pour payer les cotisations sociales des contractuels de Sorano, entre autres réalisations.
Diornia Sissé. SODAV, la Société sénégalaise du droit d'auteur et du droit voisin, a vu le jour en 2016. Cette structure remplace le BSDA, Bureau sénégalais du droit d'auteur. Après 43 ans d'existence, cette nouvelle structure culturelle est dirigée par le juriste Bouna Manel Fall. Ce dernier a pris fonction au mois d'octobre. Cette mise en place de la SODAV a été saluée par les acteurs culturels. Ces acteurs culturels qui ont bénéficié pour cette année 2016 d'une mutuelle de santé subventionnée à hauteur de 35 millions de francs CFA. Plus de 93 millions de francs CFA dégagés cette année 2016 pour payer les arriérés de cotisation sociale des contractuels de Sorano. L'engagement a été pris par le chef de l'État. Macky Sall a aussi pris l'engagement de mettre en place un fonds de développement des cultures urbaines. Ce fonds, estimé à 300 millions de francs CFA, va permettre aux acteurs de la culture urbaine de se former, de produire entre autres. Il sera effectif en 2017. Les festivals ont été nombreux. Il y a eu le Dakar, le festival Image et Vichy, le festival du jazz de Saint-Louis qui a failli être annulé cette année à cause du terrorisme. Aïssatou Sall. Année 2016, année de relance du Grand Prix du chef de l'État des arts et des lettres. Ce prix a pour objectif de promouvoir le développement des arts, d'honorer et de récompenser des artistes méritants dans le domaine des arts. Les lauréats reçoivent de l'argent en plus d'une distinction. Des distinctions, le Sénégal en a eu lors de la 16e édition du festival de court-métrage des jeunes réalisateurs Clap Ivoire d'Abidjan. Le prix du film de la meilleure fiction a été décerné à Ndeye Fatou Touré Ndiaye pour sa production La Promesse. Mortalo John a remporté le prix de la meilleure photographie pour son film Ramatou. Des festivals, notre pays en a organisé pour cette année 2016, entre autres Dakar. La Biennale de l'art africain contemporain a été bien gérée cette année par le comité d'orientation. Parmi les recommandations phares de son rapport, la volonté des acteurs de transformer l'ancien palais de justice en un musée d'art contemporain. La 16e édition du festival Images et Vie du 15 au 17 décembre à la place du Souvenir a voulu faire découvrir au public les travaux des jeunes talents afin de mieux les promouvoir. Au total, 15 films de jeunes réalisateurs sénégalais ont été projetés. Festival de jazz de Saint-Louis. Pour la première fois, l'événement a failli ne pas avoir lieu suite à un arrêté interdisant la tenue du festival pour des raisons de sécurité. Mais après plusieurs discussions entre les responsables du festival et le préfet du département de Saint-Louis, l'interdiction a été levée. Après Stromae en 2015, c'est Maître James qui donne un concert live à Dakar en 2016. La star planétaire a fait vibrer le jour de Noël la capitale sénégalaise au rythme de sa musique hip-hop R&B. Les sorties d'albums, Youssou Ndour Africa Rec, Viviane Ndour No Stress, Queen Biz Exina entre autres. Joyeux anniversaire. Mais la chanson qui fait fureur cette année, Joyeux anniversaire de Sidiki Diabaté. Le premier concert du jeune artiste malien à Dakar a séduit le public sénégalais comme malien. L'Afrique a beaucoup voté cette année 2016. L'Afrique aux urnes est en masse. Si les nombreux scrutins ont été parfois ponctués d'alternance au pouvoir comme au Ghana et au Bénin, les chefs d'État africains cherchent toujours et parviennent à s'accrocher au pouvoir au prix de plusieurs pertes en vies humaines. Nous avons l'exemple de la Gambie. Khali Amadou Narfa. Et c'est la Centrafrique qui inaugure l'année électorale en plébiscitant au second tour l'ex-premier ministre Faustin Archange Touadéra avec 63% des voix contre 37% à Anissé Georges Doleguele. L'Union africaine se félicite de la réussite du scrutin et lève la suspension de la Centrafrique déchirée par des violences intercommunautaires et des scandales d'abus sexuels des casques bleus. Au Tchad, Idriss Déby Itno est réélu le 10 avril pour un 5e mandat après 26 ans de règne sans partage. L'opposition rejette les résultats officiels qui le donnent gagnant dès le premier tour avec 60% des votes, loin des 92% dignes de l'ex-URSS attribué à Mahamadou Issoufou, le président nigérien sortant face à un rival emprisonné et évacué en France pour raisons médicales, se retrouve seul en lice au second tour. Au Congo, Denis Sassou Nguesso applique le slogan à la mode « Un tour KO ». Il est réélu avec plus de 60% des suffrages. L'opposition conteste les résultats et s'en
S'ensuivent de violents affrontements qui font des dizaines de morts à Brazzaville. Il est imité au Gabon par Ali Bongo qui, malgré les nombreuses défections et la forte mobilisation autour de Jean Ping, est déclaré réélu pour un second septennat. Pas d'élection en RDC malgré l'expiration le 19 décembre du mandat de Joseph Kabila qui parvient à arracher un accord avec l'opposition pour rester au pouvoir jusqu'aux prochaines élections. Le Bénin et le Ghana ont été exemplaires en organisant des scrutins qui ont permis le changement avec l'élection respectivement de Patrice Talon et de Nana Akufo-Addo. Enfin, 2016 se termine avec un coup d'incertitude en Gambie où après 22 ans au pouvoir, le président Yahya Jammeh reconnaît sa défaite avant de faire volte-face, exposant ainsi son pays à une possible intervention militaire de la CEDEAO. Il n'était pas prévu, mais il a été là. Donald Trump a été élu président des États-Unis. Cela a fait l'effet d'une bombe face à une Hillary Clinton qui a du vécu politique, le milliardaire qui a fait mentir tous les pronostics qu'il donnait perdants. Mamadou Dior. Avec le décalage horaire, beaucoup de Sénégalais sont allés au lit dans la nuit du 8 au 9 novembre, convaincus que Hillary Clinton va succéder à Barack Obama à la Maison-Blanche. Ils se réveillent médusés en apprenant que le sulfureux Donald Trump est élu 45e président des États-Unis. Pourtant, le 1er février, date de démarrage des primaires, le milliardaire a fort à faire face à une douzaine de concurrents dans le Parti républicain. Alors que de nombreux analystes ne le prennent pas au sérieux, ce magnat de l'immobilier se défait des sénateurs Ted Cruz et Marco Rubio, mais également des gouverneurs Jeb Bush, John Kasich et Chris Christie parmi les plus connus. Face à Hillary Clinton, Donald Trump mène une campagne électorale où toutes les attaques contre sa rivale sont permises. Les adeptes du politiquement correct se bouchent le nez et les responsables du Parti républicain le désavouent publiquement, il n'en a cure. Jouant sur la peur des Américains blancs encore majoritaires face à la montée des minorités, Trump le milliardaire arrive à parler à ses compatriotes ruraux gagnés par la pauvreté. À l'issue des élections primaires, 36 États sur les 50 le plébiscitent, mais c'est le 1er mars lors du Super Mardi qu'il creuse l'écart avec ses adversaires républicains. En ce même mois, Barack Obama est à la Havane pour une visite historique chez le voisin cubain. Elle l'est d'autant plus que le dernier président américain à avoir mis les pieds sur l'huile est Calvin Coolidge en 1928. Le désamour sous le règne de Fidel Castro est définitivement enterré. 2016 dans le monde, c'est encore le terrorisme, l'idéologie mortifère prônée par les djihadistes au nom de l'islam qui a gagné du terrain. Ibrahim Sadi. La terreur djihadiste est aujourd'hui planétaire et aucun pays n'est à l'abri. Comme une piqûre de rappel, les attaques de Ouagadougou, de Grand Bassam à Abidjan, les attentats de Nice, de Bruxelles et celui de Berlin tout récemment prouvent que la menace est devenue permanente et il va falloir vivre avec. Nous sommes le 15 janvier 2016, il est 19h45 quand des hommes armés prennent d'assaut dans le centre de Ouagadougou le bar Taxi Brousse, le restaurant Le Cappuccino et l'hôtel Splendide. L'attaque fait 30 morts et 150 blessés. Elle est revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique, un acteur majeur dans la déstabilisation de l'État malien dans sa partie septentrionale. Le 13 mars 2016, AQMI revient à la charge, cette fois en Côte d'Ivoire. Une fusillade dans un quartier touristique de la station balnéaire ivoirienne de Grand Bassam fait 22 tués, 16 civils, 3 militaires et les 3 assaillants. Cette attaque, le premier de ce type en Côte d'Ivoire, rappelle celle d'un hôtel de Sousse en Tunisie en juin 2015. Au Nigeria, Boko Haram, bien que diminué, poursuit ses attaques kamikazes. Pareil en Somalie, où les Chebab affaiblis réussissent de temps à autre des coups d'éclat. En France, l'attentat de Nice vient rallonger la longue liste des attentats qui ont envahi ce pays. Le 14 juillet au soir, à Nice, un camion blanc fonce à pleine vitesse dans la foule et roule sur près de 2 km le long de la promenade des Anglais. Au moins 84 personnes sont tuées et des dizaines d'autres blessées. Bruxelles à son tour est frappée par 2 attentats. Sont visés l'aéroport de Bruxelles et une station de métro. Le bilan définitif est état de 31 morts hors kamikaze. Et enfin, l'attentat meurtrier sur un marché de Noël à Berlin le 19 décembre n'est que le dernier en date d'une liste déjà longue et meurtrière signé État islamique. Daesh, acculé aujourd'hui à Mossoul en Irak et à Raqqa en Syrie, la capitale de son califat autoproclamé. Les sports, on retiendra la qualification historique des Lions du Sénégal à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. C'est en 2017. 2016 aura été également sur le plan local une belle année pour l'US Gorée. En plus d'être champion de la Ligue 1, les insulaires décrochent leur qualification à la prochaine Ligue africaine
africaine des champions. Mais 2016 aura aussi été marqué par les Lions du beach soccer qui ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations de la discipline. Abidjan. 2016 aura été une excellente année pour le beach soccer du Sénégal. Les Lions remportent leur 4e titre de champion d'Afrique. En plus de ce sacre, le Sénégal a réussi en sans faute durant ce tournoi en remportant tous les matchs. Le Sénégal et le Nigeria représenteront d'ailleurs l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde de la discipline prévue en 2017. On retiendra de 2016 la qualification historique du Sénégal à la CAN Gabon 2017 avec un parcours sans faute. Les Lions de la Teranga sont les seuls à avoir remporté tous leurs matchs, totalisant 18 points pour les 6 matchs joués. Pour la 4e fois de son histoire, le Sénégal participera à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Les Koto Boys ont arraché de haute lutte la qualification au Ghana lors du dernier tour des éliminatoires de cette 20e CAN U20. Ces mêmes Koto Boys avaient remporté le tournoi de l'Iomoa par 1-0 aux dépens du Mali. L'unique but de la partie avait été inscrit par le buteur du Casa Sport Alioune Badji, qui termine d'ailleurs meilleur buteur du tournoi avec 4 réalisations. Pour le football local, 2016 restera gravé dans le cœur des supporters goréens. Les protégés d'Alimal ont remporté en 2016 3 trophées, championnat national, supercoupe et trophée des champions. En plus de ces trophées, les insulaires décrochent une qualification pour la prochaine Ligue africaine des champions. Naritali, vainqueur de la Coupe du Sénégal, accompagne les goréens en Afrique. L'équipe de Niaritali jouera d'ailleurs la Coupe CAF. En Europe, le Portugal est le nouveau roi d'Europe. Les Portugais ont remporté l'Euro 2016. Une belle année également pour Cristiano Ronaldo qui, en plus de remporter l'Euro 2016, a gagné son 4e ballon d'or FIFA. Le 9e président de la FIFA, connu en 2016, il s'appelle Gianni Infantino. Jusque-là, secrétaire général de l'Union des associations européennes de football, UEFA, a été élu président de la Fédération internationale de football FIFA. Encore des Jeux olympiques sans la moindre médaille pour le Sénégal depuis Séoul 1988. Aucune finale disputée pour les 22 athlètes sénégalais, dont 12 basketteuses à Rio 2016. Benoît Badian. Le Sénégal, ou du moins la fédération de handball, ne s'avoue pas encore vaincu après la disqualification des Lions de la CAN angolaise. De retour de Luanda, Seydou Diouf et compagnie introduisent un recours auprès de la Fédération internationale de hand pour casser le verdict qui a brisé le rêve d'une équipe, voire même d'une nation. Négligence ou problème d'interprétation des textes de la Confédération africaine, en tout cas 2016 n'a pas vu les Lions du hand soulever leur premier trophée continental. 2016, année olympique et toujours pas de deuxième médaille sénégalaise au JO. Le Sénégal, loser magnifique avec le principe l'essentiel c'est de participer, décida de changer la donne et former dès à présent ses champions de demain avec le programme Génération 2024. De futurs potentiels médaille olympique sénégalais au moment où l'ancien athlète et ex-président de la Fédération internationale d'athlétisme traverse une mauvaise passe. Lamine Diack a été de nouveau inculpé en France pour corruption dans le scandale sur le cas de dopage. Notre compatriote est soupçonné d'avoir fermé les yeux sur des cas de dopage, notamment d'athlètes russes en échange d'argent. Mais Ndiaga Samb, lui, se souviendra toujours de 2016. Le grand maître international sénégalais gagne son premier titre continental de jeu de dames après 8 participations. En lutte avec frappe, chez nous, la légende Yekini met un terme à sa carrière. Le roi des arènes incontesté pendant longtemps se retire avec un palmarès élogieux de 19 victoires et 2 défaites. Le nouveau roi Bombardier passe une saison blanche, une première dans le milieu de la lutte qui verra bientôt son arène nationale à Pikine d'Agoudan. C'est la page noire des fils arrachés à notre affection. Ils sont principalement des artistes, des religieux, voire des journalistes. La page nécrologique 2016. L'année 2016 ne pouvait pas aussi mal démarrer pour la presse. Après une nuit de fête pour marquer la fin d'une année et beaucoup de prières pour en espérer une autre plus joyeuse, la nouvelle est tombée comme un couperet. Alain Sané n'est plus. Notre confrère s'est éteint le 1er janvier 2016. Puis c'est au tour de notre consoeur Adja Degen Chimère Diallo, animatrice à la TFM. Elle est partie le 13 octobre. La liste s'est allongée avec la disparition le 11 avril 2016 de l'ancien champion de lutte Toubabou Dior des suites d'une courte maladie. Le 1er août, le président de la Chambre de commerce de Dakar, Lamine Dian, s'éteignait à Paris en France des suites d'une longue maladie. C'est ensuite l'Église du Sénégal qui perdait son fils en la personne de l'abbé Alexandre Mbeng le 24 septembre. 15 jours plus tard, le 14 octobre,
Un autre religieux, le président du Conseil supérieur de la Khadria pour l'Afrique, quittait ce monde à l'âge de 82 ans. Le comédien Ibraka, plus connu sous Ibra la classe, suivra le 28 octobre. Le 10 novembre, c'est encore un autre artiste chanteur, Eladj Ndjougadjian de l'orchestre Baobab de Dakar, qui est rappelé à Dieu. Le 11 septembre 2016, Rufisque perd son fils. Maître Mbaye Jacques Diop était le maire honoraire de la ville et président de l'association des porteurs de pancartes. 3 jours après, ce fut le tour du professeur Yorofal, historien et candidat à la présidentielle de 2007. Son dossier a été rejeté pour insuffisance de signature. Le 1er décembre 2016, le sculpteur Ousmane Sow tire sa révérence. L'Auguste Rodin du Sénégal n'avait qu'un rêve, ouvrir un musée pour y rassembler ses œuvres. C'est la fin de cette rétrospective 2016 présentée par Dema Malik Mbouch à la mise en onde Ndiaga Sarr et Marianne Ndiaye Mal. Merci et bonne année à toutes et à tous.